La santé en question a posé ses caméras ici à Munich pour le congrès européen de l'ESMO. La révolution thérapeutique est toujours en marche, mais les problèmes demeurent. Près de 20 000 oncologues sont réunis ici à Munich pour 4 jours. Et c'est depuis Munich que nous vous présentons cette 4e édition de notre rendez-vous La santé en question. Pour la première fois, un média professionnel, Fréquence Médicale, et un média grand public, Pourquoi Docteur, se sont associés pour créer ce rendez-vous d'information et le faire vivre auprès de leurs différentes cibles. D'abord les patients et leur entourage, évidemment l'ensemble des médecins et puis aussi toutes les institutions du monde de la santé, à commencer par le ministère de la Santé et l'assurance maladie. La santé en question, c'est aujourd'hui un rendez-vous qui compte et un rendez-vous qui séduit à en juger par la qualité de ses audiences. Et surtout, merci de votre fidélité. Alors cet ESMO confirme la formidable poussée de la recherche et des solutions qui sont proposées aux oncologues, mais l'accès au traitement reste difficile pour les patients avec une certaine perte de chance. Les Français l'ignorent, nous sommes en plein déclin en ce qui concerne notre système de santé. La France, qui était le phare des pays civilisés dans ce domaine, n'est malheureusement plus à la même place. Elle n'est même plus un exemple, elle stagne dans la petite moyenne des pays de l'OCDE. C'est le terrible constat que dresse Jean-Jacques Zambrowski avec plusieurs cancérologues de renom. Il vient de signer et de publier dans le journal Le Monde une tribune qui a fait beaucoup de bruit. Le déremboursement des médicaments du cancer, un symptôme du déclin français. Le cancer aujourd'hui, on le voit bien à cet ESMO, comme on le voit se dessiner depuis quelques années, c'est une maladie qui devient chronique, une maladie dont les moyens diagnostiques et thérapeutiques ont considérablement évolué. Il n'y a pas que l'immunothérapie, même si aujourd'hui elle est au devant de la scène. Et on voit que notre système de santé en France n'est plus, comme il l'a été, en mesure d'offrir à tous les patients un accès à la fois rapide et équitable à tous ces moyens diagnostiques et thérapeutiques. On voit que quelle que soit la localisation du cancer, le rein, la prostate, le côlon, le poumon, l'utérus, l'estomac, mais aussi les hémopathies malignes, on voit que certains traitements ne sont pas accessibles comme ils le sont dans d'autres pays d'Europe, parce qu'il y a des blocages administratifs et des blocages au niveau de leur financement. Tout le monde sait que certains patients ont dû avoir recours à des financements participatifs pour pouvoir aller se faire soigner ailleurs. On voit que pour certains traitements, on peine à trouver et qu'il faut que 8000 patients décident d'unir leur signature pour ne pas finalement réussir à obtenir le bevacizumab. Alors tout ça évidemment pose problème alors que nous sommes extrêmement fiers d'avoir une connaissance oncologique au tout meilleur niveau parmi les pays européens ou même au niveau mondial. Alors pendant longtemps, les ministres de la Santé qui sont succédés ont dit ah oui, on sent problème, on identifie la question. Manifestement aujourd'hui, ça ne suffit pas, d'autant que dans bien des cas, ce sont les blocages administratifs à tel ou tel niveau. Il ne s'agit pas d'accabler la compétence des personnes, mais celle du système et des règles du jeu qu'on leur impose. Eh bien, c'est bien souvent ce blocage administratif qui est en cause de ce défaut à soigner équitablement les patients français. Un constat sévère et pourtant le 8e CICS s'était conclu avec beaucoup de promesses. Regardez cet extrait d'une de nos dernières émissions. On écoute ce que disait fin septembre le nouveau président du LEM, tout juste élu, le docteur Philippe Cheng, face au patron de l'assurance maladie, Nicolas Revel. On a un double problème. On a un problème des évaluations par la chaise que vous décriviez et on a un problème de délai. Un paradoxe français qui est extraordinaire, c'est-à-dire que la France est un grand pays de recherche clinique. On a des hôpitaux extraordinaires, on a en particulier en immuno-oncologie, je crois qu'on est très très bien placé, mais les indicateurs sont l'orange clignotant ou au rouge, c'est-à-dire qu'à cause d'une complexité, d'une lourdeur administrative, eh bien les essais cliniques se font de moins en moins en France, à cause du fait que quand un patient est en ATU, quand un produit est en ATU, il ne peut pas être en ATU pour une deuxième indication. Ce qui va changer. Ce qui va changer, heureusement, on va en parler grâce au CIS. On espère que ça va être intégré dans la loi de financement de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, c'est la situation. Donc, un problème de lourdeur et de complexité administrative, et puis des délais, il faut qu'on en parle, qui est des critères d'évaluation qui me paraissent, moi, obsolètes. Depuis, les relations se sont dégradées et la grogne a franchement touché un certain nombre d'adhérents, mais le LEM n'a pas souhaité s'exprimer sur l'évolution de ce dossier. On retrouve Jean-François Lemoine sur le plateau de La santé en question pour la suite de cette émission.
Retour au direct dans le studio de la santé en question qui est implanté au cœur de l'ESMO 2018. Ce qui est quand même une caractéristique de cette émission d'être au cœur de l'actualité. Alors on a voulu quitter l'exemple du cancer de la vessie pour aborder un autre dossier brûlant avec le professeur Nicolas Girard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'Institut du thorax à Curie et pneumologue, donc on va s'intéresser au cancer du poumon. Alors, vous connaissez mon sens de la formule. J'ai envie de dire que soigner un cancer du poumon, c'est une sorte de pile ou face tragique. Alors, pile ou face, certainement pas. Plutôt un traitement multifacette qui s'est beaucoup complexifié parce qu'il n'y a pas qu'un seul cancer du poumon, mais plusieurs cancers du poumon, chacun avec un traitement qui va être spécifique. Il va falloir personnaliser au mieux la prise en charge de nos malades. Il y a quand même une nouveauté sur ces 2 dernières années. Ce cancer effrayant, avec des chiffres effrayants que vous allez nous donner, mais avec quand même une grosse lueur d'espoir qui apparaît depuis 2 ans. Cette lueur d'espoir, c'est l'immunothérapie, donc qui change complètement notre façon de prendre en charge ces patients, avec surtout une meilleure efficacité des traitements. Alors, on parlait de chiffres effrayants, vous allez nous les donner. Oui, en termes de nombre de nouveaux patients, c'est plus de 40 000 personnes qui vont être diagnostiquées chaque année avec un cancer du poumon dans notre pays. C'est-à-dire un diagnostic toutes les 17 minutes. Vous voyez un petit peu l'importance de ce cancer. Et un diagnostic qui aboutit sur des chiffres de mortalité qui sont extrêmement importants. Oui, à plus de 30 000 décès chaque année. Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer chez les hommes depuis longtemps. Mais ce qui est un peu plus récent, malheureusement, c'est que le cancer du poumon dépasse le cancer du sein en termes de mortalité aujourd'hui. Alors vous avez dit pas un cancer, mais 2 cancers. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Alors deux grands types de cancers, les cancers non à petites cellules et les cancers à petites cellules. Mais au sein des non à petites cellules, plusieurs maladies différentes, des maladies pour lesquelles on va avoir des mutations, c'est-à-dire des sortes d'altérations particulières de la tumeur, qui vont surtout être comme des interrupteurs qu'on va pouvoir éteindre avec les traitements spécifiques. C'est là où il y avait bien besoin de nouveautés thérapeutiques parce que le pronostic était là extrêmement péjoratif. Exactement. Et donc, dans ces situations où on va avoir ces altérations particulières, ces mutations, on va pouvoir donner des traitements ciblés, traitements souvent par comprimé, qui vont avoir une efficacité très importante et très supérieure à celle de la chimiothérapie. Et ça, on fait ça en France depuis une dizaine d'années, avec d'une part la caractérisation de la tumeur. Il faut étudier la tumeur pour rechercher les mutations, sinon évidemment on ne les trouve pas, et ensuite donner les traitements adéquats. Alors, pour les cancers à petites cellules, là, le pronostic n'est pas très bon, mais quand même meilleur, et le traitement est codifié depuis plusieurs années, là. Alors, dans les petites cellules, on est sur à peu près 15% des cancers du poumon, maladie difficile, avec un pronostic défavorable, et puis le traitement n'avait pas changé depuis une quarantaine d'années. La chimiothérapie, qui fonctionne plutôt bien au début, mais qui ensuite perd de son efficacité. Là, au moins, il y avait un traitement. Il y avait un traitement, certes, mais dont la durée d'efficacité n'était pas forcément très prolongée. Alors, tous nos téléspectateurs savent que le bouleversement de la thérapeutique, c'est l'immunothérapie. On l'emploie dans les 2 formes de cancer? Oui. Alors, d'une part, dans les cancers non à petites cellules, en situation on va y venir, avancée, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais typiquement, dans les cancers à petites cellules, traitement qui était toujours le même depuis une quarantaine d'années, aujourd'hui, on a des résultats en associant à cette chimiothérapie l'immunothérapie, et on fait des progrès de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, justement, dans les 2 congrès de cette année, ASCO et ESMO, sur ces cancers non à petites cellules et sur l'immunothérapie? Alors, l'immunothérapie, aujourd'hui, on la donne en traitement pour ces patients dès la première ligne de traitement, c'est-à-dire dès le diagnostic. Les patients sont diagnostiqués. Certains patients vont pouvoir bénéficier de l'immunothérapie en traitement de remplacement de la chimiothérapie. Aujourd'hui, c'est seulement un tiers des patients. Ceux dont la tumeur, finalement, va être la plus sensible à l'immunothérapie. On va chercher un certain nombre de caractéristiques de la tumeur. Cela, vous avez l'AMM, l'autorisation pour traiter en première ligne sur ce tiers de patients. Ça fait 1 an que l'on a cette possibilité. Alors, ce qui est nouveau, et ce sont les résultats des essais qui ont été montrés lors des congrès, c'est justement que pour les autres, pour tous les patients, on va pouvoir non pas faire l'immunothérapie toute seule, mais en plus de la chimiothérapie. C'est-à-dire faire chimiothérapie et immunothérapie. Ouais. Et là, on a finalement des résultats pour
tous les patients. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, avec cette chimiothérapie historique que l'on fait toujours aujourd'hui, malheureusement, on a plus de 70% des patients qui sont décédés à 1 an. C'est ça le côté effrayant du cancer du poumon. Et là, avec l'immunothérapie seule pour ces patients particuliers, et puis surtout avec les combinaisons de chimiothérapie et d'immunothérapie, on a 70%, plus de 70% des patients qui sont vivants à 1 an. Colossal. Exactement, donc c'est un progrès majeur dans la prise en charge Donc si je comprends bien, c'est immunothérapie pour tout le monde, seule pour certains et en combinaison pour les autres. Exactement, c'est-à-dire que ce n'est plus la chimiothérapie qui est le traitement de base, c'est l'immunothérapie, soit seule, soit à laquelle on va rajouter de la chimiothérapie. Alors on va venir après sur justement les conditions d'accès à ces thérapeutiques. On va terminer un petit peu ce panorama du cancer pour parler un peu du dépistage. Le dépistage par scanner, on en a beaucoup parlé, ça semblait être une solution, et puis l'HS a publié des recommandations qui ne sont pas forcément totalement claires. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus ? Ce qu'on peut dire, c'est que la preuve du dépistage du cancer du poumon avec un scanner chez des personnes qui sont à risque, des patients qui ont fumé, des personnes un peu âgées, ça marche, ça réduit de 20% la mortalité par cancer du poumon. C'est une étude américaine qui l'a montré. C'est vrai que l'épidémiologie américaine n'est pas tout à fait celle de l'Europe. Et donc, dans ces conditions, la Haute Autorité de Santé avait estimé que mettre en place un dépistage organisé du cancer du poumon dans notre pays n'était pas forcément opportun. Ce qui est nouveau, c'est qu'on dispose aujourd'hui des résultats d'une étude européenne qui est montrée finalement il y a maintenant 3 semaines. Ce qui est très intéressant, c'est que cette étude de dépistage avec le scanner, elle montre à nouveau qu'on réduit la mortalité par cancer du poumon en faisant des scanners réguliers, pas forcément tous les ans comme dans l'étude américaine, mais de façon possiblement plus espacée, et une réduction de la mortalité qui est observée chez les hommes et chez les femmes. C'est quoi la raison alors aujourd'hui pas la raison, la décision raisonnable, c'est quoi Je pense que la Haute Autorité de Santé doit intégrer ces nouveaux résultats pour réévaluer sa décision. Et pour conseiller la réalisation de scanners réguliers chez les personnes qui sont à risque de faire un cancer du poumon. Donc les fumeurs. Les fumeurs essentiellement. La biopsie liquide, la prise de sang, parce que une biopsie liquide, ce n'est qu'une prise de sang qui pourra servir au dépistage, c'est pour dans très longtemps ? Pas tout de suite, évidemment. Quel horizon ? Je pense que ça va prendre plus de 5 ans, voire 10 ans. Ce qui est quand même assez proche. Exactement. Et aujourd'hui, ça sert à contrôler la maladie. Alors, la biopsie liquide, c'est-à-dire ces prises de sang pour suivre un peu la marque du cancer, très utilisée justement dans ces situations particulières où on a ces mutations, sorte d'interrupteurs qu'on va suivre finalement au cours du temps. En revanche, pour le diagnostic de la maladie, c'est vrai que la biopsie reste encore le standard. Alors maintenant, on va aborder le sujet qui fâche, puisque la santé en question n'élude pas ces problèmes. On a vu la situation dans le cancer de la vessie. On dit que dans le cancer du poumon, vous êtes face en fait à des mêmes problèmes éthiques. Racontez-nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a des patients que vous ne pouvez pas traiter ? C'est toujours très compliqué, effectivement, parce qu'on va avoir des patients qui ont ces altérations particulières dans la tumeur. C'est des tout petits groupes de patients, peut-être 1%, 2% des cancers du poumon. Mais pour ces patients-là, donner une thérapeutique ciblée spécifique va complètement changer les choses, avec des chances de survie qui sont très augmentées. On le voit sur des groupes de patients qui sont montrés dans des études montrées dans les congrès. Évidemment, ce ne sont pas des études comparatives avec 2000 patients. Ceux-là n'ont pas accès au traitement. Ils ont accès au traitement au travers d'études. En France, on a des programmes comme le programme Accès d'Unicancer qui ont permis de donner ces traitements ciblés à ces patients-là. Et puis finalement, on arrive au moment de l'évaluation du médicament par les autorités de santé, dans une situation où évidemment, très particulière. On n'a pas ces grandes études comparatives avec la chimiothérapie parce que petit groupe de patients et puis d'autre part, la preuve est faite avec un bénéfice qui est tellement important que éthiquement, il devient difficile de faire des études comparant un traitement dont on sait qu'il marche très bien chez une majorité de patients et longtemps à la chimiothérapie avec ses limites dont on a parlé. Mais je voulais revenir sur la notion plus large d'utilisation. Vous avez parlé donc d'immunothérapie pour tout le monde, en association ou pas. Justement, en association, les AMM sont sortis. Est-ce que vous pouvez utiliser ces produits-là ? Alors, les AMM sont toujours en cours, mais évidemment, on a l'immunothérapie toute seule pour le tiers des patients dont nous avons parlé. Pour les autres ? Non, mais nous l'avons en main, l'immunothérapie. On a la chimiothérapie en main.
On n'a qu'une envie, c'est évidemment pour tous les autres patients de donner les deux. D'autant que dans les autres pays, c'est ce qui se passe. Dans les autres pays, les accès ont été effectivement un peu plus précoces qu'en France. Là, on est sur des produits qui ont effectivement leur autorisation, donc du coup, il faut attendre le processus d'évaluation au niveau européen, puis au niveau français, et puis la fixation du prix. Mais la bonne nouvelle pour les patients, c'est dans quel délai Eh ben, du coup, ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs mois, alors même que l'on sait, et les patients le savent, puisque les patients sont informés aujourd'hui. Vous avez dans votre tête un exemple précis d'un patient que vous dites, tiens, lui en fait, je peux pas il y a une perte de chance. Typiquement, un patient là, que j'ai vu la semaine dernière, très informé, très au courant des études, à qui j'ai dit, non, vous n'avez pas cette cible de l'immunothérapie suffisamment forte dans la tumeur, on va commencer par une chimiothérapie, puis l'immunothérapie, on la fera si la chimio venait à pas fonctionner, donc faire l'un puis l'autre. Il me dit, mais non, mais moi je sais que faire la chimio et l'immuno en même temps, c'est 2 fois plus de chances de survie à 1 an. Donc évidemment, là, on est dans des difficultés importantes, parce que ces médicaments sont évidemment des médicaments coûteux. Les patients dans la rue, je vous l'annonce depuis un certain temps, mais on s'en approche, au moins les associations de patients doivent être vigilantes peut-être. Mais surtout, il y a maintenant des associations de patients dans le cancer du poumon. Quand le cancer du poumon avait ce pronostic extrêmement effroyable, difficile, les patients n'avaient pas le temps de se constituer en association. Aujourd'hui, on a des patients qui vivent longtemps, des patients plus jeunes aussi, qui vont aller justement faire un petit peu ce rôle de lanceur d'alerte sur des situations qui sont très particulières, parce que le diable est dans le détail, hein. On peut parler de façon effectivement globale sur l'accès aux médicaments, et je pense que c'est un point important, mais après, ce sont ces situations, chacune particulière, qui font sur lesquelles on doit travailler. Et on va quand même essayer d'y voir un peu plus clair sur les solutions en sortant du poumon. Avant de retrouver notre prochaine invité avec vous d'ailleurs, on va prendre la température scientifique de ce congrès avec l'excellent docteur Jean-Paul Mar. Jean-Paul. Oui, cette année encore, l'immunothérapie tient la vedette au Congrès européen de cancérologie avec la démonstration d'une amélioration de la survie dans les cancers du sein rebelles à tout traitement, ce qu'on appelle les triples négatifs, avec une association immunothérapie et chimiothérapie. Mais c'est aussi la démonstration de l'amélioration de la survie dans les cancers du rein au stade avancé, avec une association immunothérapie et inhibiteur de tyrosine kinase. Et pour la première fois, la démonstration de l'efficacité d'une immunothérapie dans les cancers de la tête et du cou. Oui, c'est incroyable de voir ce qu'en peu de temps, l'oncoimmunologie a bouleversé comme domaine de cancérologie, aux zones lesquelles vont échapper à ce formidable espoir. Mais est-ce qu'il y a des innovations qui se confirment ? Oui, dans le traitement du cancer de l'ovaire au stade avancé porteur de la mutation BRCA1, BRCA2, c'est la démonstration de l'efficacité du prolongement du traitement par un inhibiteur de PARP qui améliore la survie sans progression à 3 ans. Oui, je suppose, Jean-Paul, qu'il y a de nouvelles molécules intéressantes. Oui, nous avions vu apparaître de nouvelles molécules ces dernières années. Et par exemple, dans le cancer du sein hormonodépendant, c'est la démonstration de l'efficacité d'un inhibiteur de PI3K en association à l'hormonothérapie. Ou quand cette hormonothérapie ne marche plus, c'est la démonstration de l'efficacité d'un anti-CDK 4/6. Oui, toutes ces informations montrent clairement que l'ESMO a une place désormais prépondérante. Alors ce n'est bien sûr qu'un aperçu des études les plus significatives qui ont été présentées, mais désormais l'ESMO, le Congrès européen de cancérologie, est un congrès majeur au niveau du congrès américain. Par contre, se pose bien sûr la question de l'accession à ces innovations. Elle se pose partout et de façon aiguë. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors notre deuxième invité nous a rejoint, Gilles Freyer, vous dirigez l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon. Vous êtes un des signataires de cette tribune dans le monde qui a fait un peu, même beaucoup de bruit. On voit très bien qu'après la vessie, le poumon, la plupart des disciplines vont être confrontées à cette espèce de perte de chance devant l'innovation thérapeutique. Alors j'ai l'impression, comme vous l'écrivez dans votre tribune, que les mécanismes de cette régression sont complexes et subreptices. Oui, ils sont subreptices au sens où, par exemple, outre-Manche, nos amis anglais disent, bon voilà, l'année de vie gagnée avec tel ou tel médicament, c'est tant de dizaines de milliers de livres, pas plus. Si c'est plus, on ne prend pas le médicament. Il y a une sorte de transparence qui peut paraître extrêmement injuste, mais c'est le cas. Chez nous, on a le sentiment, enfin, c'est pas que le sentiment, il y a une régression évidente de l'accès à l'innovation pour les médicaments anticancéreux, mais que cette régression n'est pas
en tout cas, ne dit pas vraiment son nom, n'est pas organisée de manière claire en fonction d'impératifs budgétaires, ce qu'elle est en réalité, mais se fait jour à la faveur de processus qui sont assez opaques. Alors on va déjà donner des chiffres, hein. Le délai d'obtention pour qu'un médicament arrive là où il doit y aller. En France, on dit on était à 400 jours en moyenne. Oui. Au début, oui. C'est ce qui est énorme, alors qu'on nous dit qu'on va passer à 180 jours. Alors 180 jours, c'est ce que l'Europe a établi comme étant une norme, on va dire, satisfaisante entre le moment où la preuve est établie de l'efficacité d'un médicament et au moment où ce médicament va être remboursé et rendu accessible. Au début des années 2000, nous avons été dans les 3 premiers pays au monde à permettre l'accès des patientes atteintes d'un cancer du sein surexprimant HER2 à l'Herceptine, qui était ce médicament révolutionnaire qui prolongeait de 50% la survie dans les formes métastatiques et qui améliorait le taux de guérison également de pratiquement 50%. Dans les 3 premiers pays du monde, il y avait un caractère extrêmement pionnier à ce moment-là de notre position en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Beaucoup de choses. Cette régression complexe et subreptice, oui, mais il y a différentes raisons. Oui, mais différentes raisons. Mais là déjà, sur les chiffres, on sait qu'il va falloir faire quelque chose. 180 jours, ça vous paraît satisfaisant ou vous espérez encore améliorer ça pour vous ? Il y a aussi la difficulté, c'est qu'on reste un pays dans lequel on va avoir l'accès à des nouveaux médicaments, des médicaments qui ne sont pas prescrits aujourd'hui dans n'importe quelle d'autres maladies finalement. On va avoir accès à ces les médicaments qui sont tout nouveaux, qui montrent une efficacité. On y a accès au travers de programmes qu'on appelle les autorisations temporaires d'utilisation. Et là, on peut être effectivement dans les premiers finalement à prescrire ces médicaments. Le problème, c'est que si ce médicament fait sa preuve d'efficacité dans une maladie, alors même qu'il est déjà commercialisé pour une autre maladie, là on est bloqué et on se retrouve dans une situation où aujourd'hui en tout cas, on ne va pas pouvoir demander cette autorisation temporaire en attendant que l'évaluation du médicament se fasse. On va devoir attendre le processus complet d'autorisation européenne, puis française, puis la fixation du prix. Et ça, c'est l'une des limites finalement de notre système. Alors, ce que dit Nicolas me permet de faire le lien avec une disposition récente qu'a souhaité prendre le ministère, qui était de supprimer cette fameuse disposition par rapport aux autorisations temporaires d'utilisation, qui est absurde quand on y pense. On a tous été extrêmement heureux d'entendre cela et de penser que ça allait se faire rapidement. Le point est que, pour l'instant, la situation n'a pas évolué. Voilà un marqueur, qu'on n'empêche pas les ATU dans différentes maladies sous prétexte que le médicament a déjà une AMM, ce qui est totalement absurde. Eh bien, la communauté cancérologique attend cela. Ça serait un signal assez fort qui, d'ailleurs, serait pas très coûteux, ne sera pas très coûteux. Et j'ai cru comprendre qu'il était dans les tuyaux, mais qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, je l'ignore. On ira poser... attendons de voir ce qui se passe. On ira poser la question à Nicolas Revel, si c'est lui qui peut nous guider là-dessus. Autre notion, on dit toujours le coût de ces médicaments. Or, si on regarde bien les chiffres, le coût du cancer n'est pas si élevé que ça. Non. Le cancer, c'est 10% des dépenses de l'assurance maladie. L'innovation médicamenteuse, du moins les traitements médicaux du cancer, 2%. Pour investir dans l'innovation chaque année, il faudrait dépenser, pour vraiment être à la hauteur, il faut dépenser 1,3 milliard à peu près. Le coût des transports de malades, et on connaît les abus qui vont avec, c'est 4 milliards. Oui. Donc je crois qu'il faut cesser de nous raconter que les médicaments anticancéreux ne sont pas finançables. C'est faux, c'est une question de priorité de santé. Et il faut savoir avec qui nous souhaitons dans cette société nous montrer le plus solidaires. Oui, je pense qu'il y a un besoin de transparence sur ces éléments-là, parce que sinon, on est dans un domaine où il y a des fake news, et finalement, je pense que nos concitoyens seraient plutôt contents d'avoir ces informations, parce que ce sont à la fin eux qui vont profiter ou faire ces choix de santé. Alors, autre sujet que vous abordez dans votre tribune, assez courageux compte tenu de... Quand on va parler des experts et de leurs liens d'intérêt, vous dites qu'il faut arrêter de mettre en cause systématiquement l'industrie du médicament qui prend en seule les risques de la recherche. Alors soyons clairs, l'industrie du médicament, c'est un monde capitalistique. Il n'y a pas d'industrie pharmaceutique d'État. C'est un partenaire obligatoire. Oui. Dont le but... se demander pourquoi d'ailleurs. Pourquoi l'État... On pourrait se poser la question, parce que l'énergie, les transports sont des secteurs parfois prioritaires. Pourquoi pas la santé? Bon, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'on ne peut pas attendre d'une industrie un autre objectif que de faire un certain profit. Le seul point est de savoir comment équilibrer effectivement les choses entre une industrie qui cherche à faire du profit, mais aussi du développement, et qui a aussi de très bons chercheurs. Vous savez, on a de très bons collègues du monde académique
qui un jour passe dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il se diabolise pour autant? Je ne crois pas. Il y a des gens très bien partout. Mais à un moment, si vous voulez, ce sont les seuls metteurs au point de médicaments. Un nouveau médicament d'immunothérapie, thérapie ciblée, etc., c'est parfois jusqu'à 1 milliard d'euros le coût du développement. Si les industries publiques, enfin du moins si l'État veut mettre 1 milliard d'euros sur la table pour développer un médicament qui 9 fois sur 10 ira à la poubelle, à ce moment-là, on discute. Mais l'industrie pharmaceutique court ce risque. Et il y a un argument que je ne vois jamais passer, qui est de dire quels sont les médicaments qui ont été inventés par les pays de l'Est à l'époque justement du communisme. Je crois qu'à part le lysenkisme, qui est une erreur historique, la science soviétique et peut-être les fusées quand même. Il faudrait on parlait du médicament. Mais en médicament, oui. En médicament, il est clair que c'est la seule solution qui se pose à nous. Alors là, une des autres raisons, et je pense que vous ne voulez plus la passer sous silence, c'est la crise profonde de l'expertise, sous-tendu la question devenue paralysante des liens d'intérêt. Est-ce qu'on peut faire votre métier aujourd'hui dans un congrès comme ça sans lien d'intérêt? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À partir du moment où vous faites de la recherche, ce qui est vraiment notre raison d'être, nous sommes même payés pour ça, les hôpitaux universitaires, eh bien vous avez forcément des liens avec l'industrie pharmaceutique, puisqu'ils sont encore une fois les seuls metteurs au point de médicaments. Donc nous passons notre temps, en réalité, dans ces congrès, à discuter avec des gens du médicament pour savoir quels essais nous pourrions faire ensemble, comment nous pourrions être force de proposition, pendant que, je dois le signaler, à la faveur de cette industrie bashing et université bashing, ne nous y trompons pas, nos étudiants pensent que nous courons la gueuse à faire des déjeuners, des dîners, avec les industriels. Enfin, le monde médiatique donne souvent une image. Ne dites pas à ma mère que je travaille dans l'industrie pharmaceutique et croit que je joue du piano, parce qu'aujourd'hui, il y aura presque une relation honteuse entre... Je pense que les choses quand même ont changé. Hein. Vous trouvez ? En tout cas, les choses sont publiques. Oui. Personnellement, j'ai une déclaration publique d'intérêt sur le site de l'INCa et de la HAS. Ça permet de dire exactement ce qu'il en est de ces liens. Il y a le fichier transparent. Puis vous avez plein de gens, ça ne vous dédouane absolument pas. Non, mais en tout cas, ça donne clairement les choses. Moi, je n'ai pas honte des partenariats que je peux avoir avec les industriels du médicament, notamment en ce qui concerne la recherche clinique, parce que c'est ce qui permet finalement d'apporter aux patients les nouveaux traitements plus précocement. On parlait de l'immunothérapie. Lorsque j'étais aux Hospices civils de Lyon, dès 2013, on a donné de l'immunothérapie aux patients cancer du poumon. Sans un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique, c'était pas possible. Je revenais sur le problème des experts pour dire que les gens qui décident, en fin de compte, de si ces médicaments doivent vite venir au chevet des malades, ce sont des experts dont vous mettez en cause la réelle compétence, puisqu'ils n'ont pas de lien d'intérêt. Je ferai, Jean-François, si vous le permettez, juste un petit commentaire, parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec ce que dit Nicolas sur la question de la transparence, parce que cette transparence, en réalité, quand on regarde le fameux site transparence.gouv.fr, ça ne correspond pas à grand-chose, c'est illisible, incompréhensible, et surtout, ça a attiré sur notre communauté une opprobre. On ne peut plus ouvrir la bouche aujourd'hui, y compris au sein de nos universités, sans que quelqu'un vous ressorte transparence.gouv.fr et vous raconte que vous êtes perclus de contrats, etc. Moi, je pense que c'est tout à fait... on a été désigné de cette manière-là, et je crois de façon extrêmement injuste, à la vindicte populaire, plus d'un certain nombre d'idéologues anti-système habituels. Et franchement, je trouve que ceci est assez pénible. Alors après... En dehors de côté pénible pour vous, ce que je voudrais simplement dire, c'est est-ce que cela intervient justement dans le circuit de la distribution de l'innovation? C'est ça qui est important. Limite que vous soyez un petit peu choqué, on va dire, bon, c'est pas bien pour vous, mais c'est pas ça qui fait avancer la science. Ça peut un petit peu diminuer les motivations. Enfin bon, il en faut d'accord. Bon, mais là, quand on se retrouve face à le transfert de l'innovation au chevet des malades, la personne qui prend la décision... Bien, Nicolas Girard, qui est un expert reconnu du cancer bronchique, a passé probablement au moins 20 ans à se former pour devenir un expert, à sillonner le monde, à faire des publications, etc. Il faut plus de 20 ans pour former un bon expert d'une seule maladie. On nous explique en réalité que les experts en question, du fait de leur lien d'intérêt, ne peuvent pas conseiller finalement les autorités de santé. Donc à qui confie-t-on l'expertise? À des personnes qui sont sans doute pleines de bonne volonté. Là, il n'y a pas de mise en cause ad hominem. Et qui ne sont pas là aujourd'hui et qui n'ont pas la compétence. Mais qui n'ont pas l'expertise. Et puis, il y a des méthodologistes. Alors, c'est très utile, les méthodologistes, parce qu'ils vous expliquent le petit P, les courbes de survie, la méthodo. Mais la méthodologie sans la clinique, c'est une coquille vide, enfin en tout cas de mon point de vue. Moi, ce que je pense, c'est que c'est aussi notre rôle
à nous experts, malgré ces liens d'intérêt, en tout cas liens que l'on déclare et qui sont très clairs, je pense que c'est notre rôle aussi de contribuer à faire comprendre ce que sont ces nouvelles innovations. Et effectivement, je conçois aisément que lorsqu'on n'est pas dans la pratique clinique du soin des malades, dans la connaissance de toutes ces innovations et de ces nouvelles études et ces nouveaux mécanismes d'action des médicaments, je conçois aisément que ce soit très difficile finalement de recevoir les données brutes d'un essai clinique qui montre un bénéfice dont on a du mal à voir quelle est la pertinence. Donc je pense que c'est aussi notre rôle d'influencer finalement au mieux les choses de manière à ce que l'on puisse faire comprendre à quoi correspondent ces résultats dans la pratique. Typiquement, le système de ces autorisations temporaires d'utilisation d'extension, c'est une sollicitation non pas par l'industriel, mais par les groupes académiques. Et donc, du coup, dans ces situations-là, je pense que c'est typiquement un point dans lequel nous, en tant qu'experts, certes, avec ces liens d'intérêt, on peut proposer un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision assez la plus positive possible, parce que on a besoin aussi de cette expertise qui est quand même quelque part un processus normal dans les décisions de mise à disposition des médicaments pour notre société. C'est des choix de notre société. Ça peut paraître quand même bien opaque pour les gens qui nous regardent et qui attendent tranquillement qu'on soigne bien leur cancer, quoi. C'est surtout qu'il y a, dans le processus que tu décris, Nicolas, je pense une contamination de l'évaluation économique et de l'évaluation scientifique, et surtout de l'évaluation scientifique par l'évaluation économique. Et je pense qu'il y a un mélange des genres. L'évaluation scientifique doit se borner à savoir si le médicament est utile et ne doit pas prendre en compte des considérations économiques. Or, je pense que les gestionnaires ont fait pression sur la communauté médicale pour dire les médicaments sont trop chers, ils servent évidemment les intérêts industriels, etc. Et que pour le coup, je pense que l'évaluation du médicament est faussée par cette... Vous savez, s'il n'y avait pas de difficultés dans les fameuses ASMR, ASMR 4, ASMR, s'il n'y avait pas de difficultés économiques, il n'y aurait pas d'ASMR. Alors une autre vision des choses est possible, qui consisterait à habiliter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement les médicaments utiles et à faire très rapidement des études de vraie vie. Or, aujourd'hui, on vous dit, tel essai randomisé, on a un petit peu de mal à comprendre si vraiment il y a un bénéfice, etc. Donc, faisons des études de vraie vie. Vous faites des études de vraie vie, ESME, par exemple, 10 000 malades, etc. Vous revenez devant les autorités de santé avec des résultats, on vous dit, oui, mais l'étude de vraie vie, ça n'a pas de valeur méthodologique d'un essai randomisé. Donc, voilà. Alors même que les patients, finalement, ont eu accès aux médicaments, et d'un seul coup, on va restreindre potentiellement les choses lors de la réévaluation. Alors, que faire? Les signataires de la Tribune du Monde ont bien une idée, un système moins kafkaïen. On retrouve le docteur Jean-Jacques Zambrowski. Il est difficile de définir un monde idéal et on comprend bien naturellement les contraintes qui sont celles du financement de l'assurance maladie, qui sont celles d'un cadre réglementaire, législatif, etc. Il n'est pas question de vouloir sauter par-dessus ces contraintes. Mais naturellement se pose, comme on a essayé de le dire dans ce papier, la question d'expertise, la question de définir de vrais critères d'accès. On voit que il y a des redondances entre les multiples agences gouvernementales, qu'il y a des délais chez nous qui sont de plusieurs centaines de jours, c'est-à-dire que quand on sait l'espérance de vie de ces patients, ça n'est pas acceptable. Oui, il y a un monde moins kafkaïen qui est possible. Nous savons qu'un certain nombre de responsables d'administration ont tracé des pistes. Eh bien, il s'agit de se mettre à table et d'en discuter. Nous décrochons par rapport à nos voisins européens. Ça n'est pas acceptable. Nous pensons que les professionnels de santé seraient tout à fait d'accord pour joindre leurs efforts à la définition d'un système d'évaluation, de juste valorisation de l'ensemble des techniques diagnostiques et thérapeutiques en oncologie. En fait, nous attendons, à la suite du discours du président de la République, à la suite du discours du Premier ministre aux industriels, nous attendons un signal de la part des autorités. Nous l'attendons avec confiance et avec espérance. Sans doute y a-t-il des solutions et sans doute un monde moins kafkaïen est possible avec, je pense, une bonne volonté partagée, partageable en tout cas,
hein, entre d'une part les représentants des patients qui jouent un rôle important, les professionnels de santé, les responsables d'établissements, les industriels en question et l'administration et les décideurs politiques. Probablement le temps d'une certaine concertation est venu pour redéfinir des règles saines, se mettre d'accord sur les objectifs que pose aujourd'hui la maladie cancéreuse, qui ne sont pas les objectifs d'il y a 10 ans, sur lesquels notre système est fondé. Refonder l'évaluation, refonder les méthodes qui permettent d'aboutir à un système de prix et de rémunération équitable pour les uns et les autres, et parfaitement supportable évidemment par notre système de sécurité sociale qui doit rester équitable. En fait, nous attendons un signal. Les professionnels, les oncologues attendent aujourd'hui un signal de la part des responsables politiques et administratifs. Je crois qu'ils sont prêts indiscutablement à jouer ce jeu sans arrière-pensée, sans mauvais esprit, et à apporter leur contribution à cette nouvelle définition de la lutte contre le cancer. Les patients le méritent bien. Merci Jean-Jacques Zambrowski. Les mentalités doivent changer, ça c'est évident. Il y a une autre dérive de l'iceberg bureaucratique, c'est de considérer les soignants quand même avec un stupéfiant a priori de suspicion. Oui, c'est un petit peu l'inconvénient de la bureaucratie, qui n'est pas une spécificité française, mais qui est une vraie tendance chez nous. La bureaucratie vérificatrice, qui est une bureaucratie paralysante, et on voit se complexifier les procédures dans le domaine de la recherche, c'est devenu véritablement ubuesque, mais aussi dans le soin quotidien, à un moment où, comment ne pas être surpris au moment où nous manquons de lits, où les urgences sont engorgées, où la gériatrie agonise, enfin il y a plein de domaines, on est en plein dans des processus d'accréditation qui se focalisent le plus souvent sur des critères secondaires. Est-ce que telle allée est bétonnée, voilà, est-ce que telle trajectoire de poubelle a bien été organisée, enfin j'exagère, mais comment, de notre point de vue, nous soignants, accorder du crédit à ces accréditations, à ces cellules qualité, à tous ces responsables qui sont nommés pour ça, alors même que nous manquons de beaucoup de choses et que l'accès aux médicaments se raréfie. Bon, ça c'est un fait. Donc l'a priori de suspicion, c'est au fond évaluer, mais évaluer sur le plan économique et le plus souvent entraver, réduire les moyens, réduire les lits. Dans les hôpitaux en cancérologie où l'hospitalisation, qui est le traitement de la misère des hommes, l'hospitalisation est cruciale. On nous explique qu'il y a un virage ambulatoire, qu'il va falloir rendre des moyens, sans cesse moins d'infirmières, sans cesse moins de lits. Et nos services de cancérologie sont littéralement en flux tendu. Et ce sont les patients qui pâtissent de ces restrictions. Et chaque fois que les critères de performance ne sont pas là, parce que vous soignez la misère sociale, vous soignez le vieillissement, les gens isolés, on vient vous expliquer qu'il faut fermer des lits, rendre des infirmières, parce qu'au fond, vous n'êtes pas assez rentable. Cette théorie tout à fait stupéfiante de l'hôpital-entreprise. Enfin bref, tout est à repenser dans ce système-là, qui aujourd'hui, sur le terrain, pour les acteurs qui se frottent au malheur des hommes, n'est pas un système satisfaisant. Alors, je vais vous demander une conclusion sur... quand on est dans un congrès comme celui-ci, jamais on a vu autant d'études, de ce brassage d'intelligence qu'il y a dans ce congrès. Et pourtant, la France décroche. Je pense que dans ces congrès, effectivement, c'est un moment où on intellectualise beaucoup les choses. Il est indispensable que l'on puisse avancer dans notre pratique clinique et appliquer ces résultats le plus rapidement possible, parce que sinon, tout ça ne sert à rien. À la fin, c'est bien le soin des patients qui est le plus important. Gilles, un dernier mot. Si on considère le chiffre d'affaires issu du médicament produit sur le sol national, durant ces 10 dernières années, nous sommes passés du premier rang européen au 4e rang, derrière des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, l'Allemagne par exemple. Donc le décrochage est une réalité. L'IMA, donc l'agence européenne, a habilité durant la dernière année 91 médicaments, seulement 6 seront produits et utilisés en France. Ça, c'est factuel. Donc, alors évidemment, en France, nous avons un excellent système de santé. Heureusement, encore en France, nous traitons bien les patients, mais nous sommes véritablement menacés de régression et ces paramètres le montrent. Et je pense que nous avons quand même encore la possibilité de rester parmi les tout meilleurs et c'est notre devoir d'y arriver. La recherche française en cancérologie est une des meilleures au monde quand on regarde les publications. Il faut absolument que ceci soit mis au service de nos concitoyens. Eh bien, merci messieurs. Vous savez, La Santé en question, c'est une émission qui pose les vrais problèmes.
Donc on va se retrouver très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien.